Et maintenant, nous allons laisser place à un panel qui vont aborder la thématique du leadership. C'est une thématique centrale, hein. Une communauté, c'est un train constitué de wagons, mais surtout d'une locomotive. Donc le destin d'un collectif dépend de ses leaders. Et ce panel va brillamment, en tout cas je le souhaite, venir nous apporter quelques éclairages autour de cette question. Mais avant de les accueillir, je tiens évidemment à m'excuser au nom de toute l'équipe pour la patience qu'on vous a fait endurer. Gardez simplement en tête que la patience est amère, mais que son fruit est doux. Donc nous allons accueillir Madame Anissa Boumedienne. Sous ovations, s'il vous plaît. Nous accueillons M. Elat Magatseye. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas public. C'était une fausse joie. Il n'a pas pu répondre présent. Nous allons accueillir M. Stéphane Tiki. Merci. Monsieur l'ambassadeur tchèque. Et enfin, Monsieur Lanciné Camara. Attention. Et pour animer ce panel, évidemment, l'incontournable Valère Bélias. Rebonsoir à tous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à avoir un peu l'estomac sous les talons. Je comprendrais, on a eu malheureusement un léger retard, mais il était fondamental qu'on écoute le message de ce panel et du suivant. Ensuite, le buffet sera servi juste après. Donc, juste un peu de patience. Le repas ne sera que meilleur. Donc, ok. Je vais mettre de l'autre côté. D'accord. Je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, jusqu'ici, on a écouté beaucoup d'auteurs. On a jugé que c'était important que les leaders qui sont en face de nous puissent partager un brin de leur expérience, parce que ce n'est pas souvent qu'on a l'opportunité de vous avoir. Donc, ça va être très simple. On vous posera des questions et vous pourrez y répondre. On en a pour une demi-heure. Donc, je vais d'abord vous laisser le soin de vous présenter. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des CV vraiment chargés. Mais essayez, s'il vous plaît, d'avoir un vocabulaire que nous tous, on peut comprendre. Donc, je vais laisser le soin à Madame Anissa Boumedienne de se présenter à nouveau et on va poursuivre. Bon, comme il a été dit précédemment, Excusez-moi, je suis la veuve. excusez-moi. Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu le... Oh, voilà, parfait. Super. Comme il a été dit précédemment, je suis la veuve du président Boumedienne qui a exercé le pouvoir en Algérie de 1965 jusqu'à sa mort en 1978. Personnellement, j'étais avocate. J'ai fait partie de l'une des 25 avocates à l'époque de l'Algérie qui venait de recouvrir son indépendance. Et
Ensuite, lorsque je me suis mariée, j'ai abandonné le barreau, mais j'ai voulu me spécialiser dans la littérature arabe classique, ce qu'on n'avait pas pu étudier à l'époque de l'Algérie coloniale. Donc j'ai réussi à ma licence, après la mort de mon mari, j'ai réussi à ma licence de littérature arabe ancienne. Je suis venue ici à la Sorbonne pour faire un diplôme d'études approfondies, toujours dans la même matière. J'ai publié aux éditions Saint-Germain-des-Prés un recueil de poésie où évidemment, je parlais de la gloire des combattants algériens, de mon pays, l'Algérie, et ensuite, évidemment, de mon mari. Et le recueil de poésie qui s'appelait « Le jour et la nuit », parce que je prévoyais qu'après la mort de mon mari, l'Algérie plongerait dans le drame, ce serait la nuit. Et donc ce recueil a été interdit pendant 10 ans en Algérie. Puis après, il a été édité par une maison d'édition algérienne. Ensuite, en même temps, j'ai traduit 1000 vers de la poétesse arabe El Khansa, qui a vécu à la période dite avant l'islam, dite El Jahiliya, et qui a assisté à l'avènement de l'islam. Donc j'ai traduit 1000 vers de l'arabe classique au français, qui a été traduction avec un aperçu de la vie de cette poétesse qui a été édité chez Sinbad en France. Merci beaucoup, Madame Anissa, si vous permettez. Je n'ai qu'un livre à citer. D'accord. Bon, ensuite, j'ai écrit un roman, une saga historique qui traitait à la fois de l'histoire d'amour d'une poétesse qui avait été rivale d'El Khansa, qui s'appelait Leila Al-Arialiya, et en même temps qui se déroulait dans le premier schisme de l'islam. Voilà. Super. Il y a du background, ça mérite des ovations, s'il vous plaît. C'est du très très lourd. Merci beaucoup. Et des articles dans la presse algérienne sur les réalisations de mon époux. Super, merci beaucoup Madame Anissa, merci beaucoup. Donc on va laisser le soin maintenant à Monsieur Lanciné Camara, qui est une librairie ambulante. Le soin de nous partager un bout, parce que je pense qu'une journée ne suffirait pas pour qu'il nous partage un bout de son expérience. Alors, je suis Lanciné Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains. Mon devoir, c'est de vous éclairer. Mon devoir, c'est de vous informer et vous dire que lorsque on a rencontré le grand mérien Léopold Sédar Senghor en son temps, on lui a posé des questions de fond. L'Afrique noire est mal partie, a écrit René Dumont. Nous avons, en tant que jeunes à l'école comme vous, on a écrit l'Afrique noire est bien partie. C'est-à-dire que dès le départ, si vous dites à des gens qui viennent d'être libérés du colonialisme, qui sont très mal partis, mais ils vont penser qu'ils sont mal partis. Mais si vous leur dites que vous êtes bien partis parce que vous allez devenir des hommes à part entière, ils prennent conscience et se disent nous sommes des hommes à part entière. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Et alors, j'ai dit à Senghor deux choses. Avant les machines que nous connaissons, avant ce que nous appelons aujourd'hui les mécanismes de développement économique, culturel et autres, ce sont les bras, les cerveaux africains, j'ai dit ça à Senghor, qui ont fait le bonheur des États-Unis d'Amérique à l'époque, dans les champs de coton, et le monde arabe aussi. Et c'est ça la vérité. Si vous mettez dans la tête de chaque Africain que l'effort que vos ancêtres ont consenti pour faire le bonheur des autres à l'époque, maintenant vous êtes libre et indépendant, si vous mettez ces efforts-là pour créer chez vous des champs de coton, pour créer des champs de mil,
pour nourrir les populations. Mais ils vont aller de l'avant, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait hier, leurs ancêtres ont fait hier, ils le font aujourd'hui en toute liberté, en toute conscience, en disant, si je développe le Cameroun, c'est pour moi-même et c'est pour mes enfants. Si je développe l'Algérie, comme l'a fait Boumedienne, c'est pour l'Algérie et c'est pour tous les Africains. Si je développe la Tunisie, c'est pour les enfants tunisiens, africains et autres. Si vous mettez ça dans la tête des jeunes, ils ne vont plus fuir nos pays pour venir mourir dans les océans occidentaux. C'est une bêtise. Nous avons des mines d'or, nous avons des mines de diamants, nous avons des puits de pétrole. Comment on peut accepter que nos enfants fuient nos pays aujourd'hui pour venir mourir bêtement ici? Merci beaucoup, monsieur Lanciné Camara. Merci beaucoup pour cette brillante introduction. Et on va laisser le soin maintenant à l'ambassadeur tchèque de se présenter. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche bien, vous m'entendez? C'est bon, ça marche. Merci bien. Écoutez, je suis très heureux d'être là. À chaque fois que la communauté africaine se retrouve, c'est vraiment une très très bonne chose, puisque c'est l'occasion de valider les complémentarités, de créer des réseaux et de projeter quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire l'avenir en commun, c'est-à-dire valider des choses en commun pour qu'on puisse travailler ensemble. Les Africains représentent une force, mais cette force, elle est encore plus grande si nous savons travailler ensemble. Alors je vois qu'il y a beaucoup de femmes ici. Mes hommages à toutes les femmes d'Afrique, puisque nous venons de fêter la Journée internationale des femmes africaines. Je voulais, par ce micro, demander à tous les participants à cette conférence d'observer une minute de silence pour toutes les femmes qui meurent sous les coups des hommes. Et que ça soit, plus jamais ça, qu'on prenne une minute de silence pour ces dames-là qui auraient pu être là, mais qui sont morts pour le coup des hommes. Je vous remercie. Alors, je vais me présenter. Je suis ambassadeur à la Commission internationale des droits de l'homme à Genève depuis 8 ans. J'ai fini cette mission qui va terminer en décembre. Et je viens d'être nommé par Rosemay, la voix d'union pour Small and Middle Enterprise, c'est-à-dire l'Organisation mondiale des petites et moyennes entreprises. Alors, je suis très heureux d'être là. Merci Valère, parce que tout le monde peut écrire. Il suffit d'essayer, il suffit de commencer. Nous sommes là avec les écrivains. Je vous adore et vraiment, vous faites avancer les choses parce que on écrit pour l'histoire, on écrit pour l'éternité, on écrit pour l'Afrique. Nous avons tous quelque chose à raconter. Notre histoire a été écrite par les autres. Nous devons écrire nous-mêmes notre histoire. Alors, je suis très heureux de partager ce moment exceptionnel avec vous. Merci beaucoup, Valère. Merci à vous. J'espère que tu feras beaucoup de réunions comme ça. Mais ne restez pas en France seulement. Faites ça à Paris. Faites ça à Genève, faites ça à Bruxelles et faites-le aussi en Afrique. Merci beaucoup. Du coup, c'est à vous, monsieur Stéphane Tiki, pour connaître un peu votre background. Essayez de nous le faire en français simple, s'il vous plaît. On va essayer de faire le plus simple possible. Déjà, j'aimerais, avant de commencer quoi que ce soit, dire que je suis toujours heureux de voir des frères qui ont du talent, des frères qui ont une vision, des frères qui veulent partager, des frères qui veulent échanger et des frères qui se disent si pour pouvoir avancer, on avançait les uns avec les autres, main dans la main. Je vous parle, vous l'avez bien entendu, compris, de Valère et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est avec des gens comme ça qu'on continuera à avancer ensemble demain. Rapidement, moi je suis directeur et porte-parole d'une entité patronale qui s'appelle le groupement du patronat francophone, qui est le premier réseau d'affaires francophones dans le monde. 20 millions d'entreprises
je répète, 20 millions d'entreprises que nous installons dans les 80 pays dans lesquels on parle français. Évidemment, dans ces 80 pays, il y a 36 pays du continent africain. Alors quand je suis arrivé au départ, on faisait beaucoup de nord-sud. Et puis moi, j'ai dit à toute équipe, et il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont ici, j'ai vu Laetitia tout à l'heure, on a dit à cette équipe-là que de faire du nord-sud, on peut évidemment faire du sud-sud parce que l'Afrique a du talent, l'Afrique a des qualités, l'Afrique a de la valeur. Je dirais même que l'Africain n'a pas besoin d'une relation sentimentale avec qui que ce soit. Nous sommes là pour faire du business, pour faire une relation gagnant-gagnant. Si tu veux grandir, nous aussi on doit grandir. Si tu veux avancer, nous aussi nous devons avancer. Et il faut se battre parce que, comme disait tout à l'heure, mon cher grand frère qui est une légende vivante, vous êtes une légende, cher grand frère, on échangeait tout à l'heure ensemble. Et moi je me disais tout le temps, pourquoi nous qui avons la valeur, qui avons l'or, le diamant, qui produisons les matières premières, pourquoi il faut toujours courber les chines devant ceux de l'extérieur qui viennent devant nous? Nous devons monter le torse, nous devons bomber notre torse, fiers de notre valeur, fiers d'être africains. Il faut le dire, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de le dire doucement, il faut être fier de ces valeurs-là. Et vous allez voir que ceux qui veulent venir chez nous, que ce soit les Européens, les Américains, les Chinois, les Russes ou autres, ils ne veulent pas venir parce qu'on est beau et sympathique. Bon, je pourrais dire que moi je suis originaire du Cameroun, donc chez nous on dit qu'on est beau et sympathique. C'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. S'ils viennent, c'est parce qu'ils se rendent compte que nous sommes le continent d'aujourd'hui et le continent de demain. Et il faut que nous en ayons conscience nous-mêmes. Il faut que nous en ayons conscience nous-mêmes. Un dernier mot, Valère, je dirais que je n'ai pas cité encore, pardon, c'est le mot confiance. Moi, j'ai beaucoup vu sur notre continent, je sors de 22 pays du continent africain depuis janvier, donc tous les 15 jours, j'y vais et je rencontre d'ailleurs très souvent son Excellence l'ambassadeur Cheikh Keita avec qui on se croise dans les conférences à l'étranger. Je dis souvent, mais pardon, moi je vois beaucoup des gens de chez nous, quand les gens de l'extérieur ils viennent dans nos pays, ils leur font confiance tout de suite. Je vais me lever même pour vous dire ça, parce que j'ai envie de vous dire quelque chose. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, quand on a quelqu'un de chez nous, un Congolais, un Camerounais qui va au Sénégal, là, on est dubitatif. On s'interroge. Est-ce que le marché est bon? Est-ce que le terrain est bon? En revanche, celui qui vient de l'extérieur, on n'a même pas lu le CV, on a déjà signé le contrat. Eh bien, moi, j'aimerais d'abord qu'on se fasse confiance les uns avec les autres pour travailler ensemble. Comment est-ce que, aujourd'hui, vous êtes citoyen camerounais, vous voulez aller au Gabon? Le trajet le plus facile pour passer, c'est repasser par Paris avant d'arriver à Libreville. Comment est-ce que l'entrepreneur qui veut investir dans le pays à côté, il peut se dire que c'est possible et fiable d'investir alors qu'il doit prendre 6 heures d'avion pour arriver dans un autre pays pour pouvoir investir? Non, il faut d'abord croire en nous-mêmes, croire à la force de ceux qui sont nos propres voisins, croire à la force de ceux qui sont à côté de nous, croire aussi, nous qui sommes ici de la diaspora, que ceux qui sont sur le terrain, ils n'attendent pas qu'on revienne. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils se battent aussi pour faire grandir nos pays. Et que nous, on doit leur dire que si on vient dans nos pays, c'est parce qu'on est patriotes. On aime nos pays, on aime nos continents. Et on a envie d'être le supplément de la valeur ajoutée pour aider les pays à grandir. Parce qu'on croit qu'on ne peut pas grandir tout seul, étant les uns avec les autres, qu'on peut grandir ensemble. Et je voudrais juste te dire, Valère, moi, dans ma mission au quotidien, au sein du groupement du patronat, je vais dans les pays, dans nos pays et dans d'autres pays, pour expliquer d'abord que la force, c'est nous. La valeur, c'est nous. Récemment, j'étais au Sénégal et quelqu'un me disait, c'était un grand groupe, que je ne citerai pas le nom, me disait, oui, moi, quand j'arrive dans un pays, il faut que je rencontre le président de la République. J'ai dit, ah bon? Parce que quand un grand groupe du continent africain vient à Paris, est-ce qu'il rencontre le président Emmanuel Macron? Non. Donc tu ne seras pas reçu par le président de ce pays Sénégal. Voilà. Ça s'appelle tout simplement la réciprocité. Il faut l'appliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Donc, puisque nous restons quand même dans le cadre d'écrire pour impacter, et qui dit écrire dit forcément lecteur, parce que ce sont les lecteurs qui font les auteurs. Vous, en tant que leader d'opinion aujourd'hui, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la lecture a pu avoir comme impact dans votre vie au quotidien. Du coup, Stéphane, on commence par vous. Rapidement, moi, un homme qui m'a beaucoup marqué, c'est Nelson Mandela. Et il disait, l'éducation est l'arme la plus puissante du monde. Pour moi, l'éducation, c'est le livre. Et je sais, très souvent,
on a peur d'essayer, on a peur de tenter, on a peur d'oser. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, franchement, il faut prendre un stylo, il faut croire en soi-même, mettre tout ce qu'on a à l'intérieur, tous les messages qu'on veut passer. Il n'y a pas de tabou. Et de toute façon, on n'est pas là pour être jugé de est-ce que ton livre est meilleur que le mien, est-ce que tu as vendu plus de livres que le mien. Le plus important, c'est quel est le message que j'ai au fond de moi, que je veux transmettre pour partager, pour aider à se développer. Et moi, j'ai d'abord beaucoup lu les penseurs français. Tout à l'heure, le maître de cérémonie parlait de Descartes. Moi, j'ai beaucoup lu Descartes, je pense dont je suis. Parce que quand je suis arrivé en France, je me suis dit, comment est-ce que je suis arrivé en France en 2005 ? Mes parents habitent au Cameroun, j'avais aucun réseau, aucun contact, rien du tout. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir réussir dans ce pays qui, au départ, n'est même pas le mien, puisque je viens de 6000 km. Et je voulais d'abord me lancer dans la politique. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler pour l'ancien président de la République par la suite. Et je me suis dit, pour pouvoir réussir à comprendre des gens d'un écosystème, je vais d'abord lire leurs livres. J'ai lu Descartes, j'ai lu Kant, j'ai lu Molière, toute la littérature française. J'ai appris l'histoire de France, qui fait même que quand mes amis français, puisque j'ai un peu des deux côtés, me parlent de l'histoire, quelquefois même je connais même mieux l'histoire qu'eux-mêmes l'ont racontée. Et puis j'ai décidé de dire aussi à mes frères africains, j'aime beaucoup cette phrase de Général de Gaulle qui dit que l'histoire ne s'écrit que par ceux qui l'ont écrite. Et je me suis dit, pourquoi nous, Africains, nous devons... Et c'est pour ça que je suis aussi fier d'être dans cette conférence. Moi, j'ai fait des conférences où souvent on m'invite à parler d'Afrique. Je vois autour de moi des panélistes qui n'ont jamais mis un seul pied sur le continent africain. Et je dis, mais je ne comprends pas. Demain, si on fait une conférence sur les médecins, on va mettre que des gars qui sont médecins. Pourquoi on fait une conférence sur l'Afrique, on met que des gens qui ne sont jamais allés en Afrique? Ou qui d'ailleurs souvent disent, oui, mais moi, vous savez, l'Afrique, mais souvent je leur explique, mais il n'y a pas une Afrique. Hein. L'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Non, mais pardon de dire ça. Quand des Européens, par exemple, vous partez en vacances en Italie, ils disent « je suis allé en Italie ». Moi, j'entends souvent des gens dire « je suis allé en Afrique ». Mais oui, enfin... récemment, je faisais une interview dans un journal, on m'a dit « oui, le réchauffement climatique en Afrique ». Mais pardon, j'ai dit à la journaliste « je ne veux pas vous interrompre, être désobligeant. La météo en Afrique du Nord n'est pas la même qu'en Afrique du Sud, qui n'est pas la même qu'en Afrique centrale. Donc si vous parlez de réchauffement climatique, il faut parler d'une zone du continent. Donc je terminerai en vous disant que moi, j'ai souvent vu ces genres de conférences où on n'avait pas d'Africains qui parlaient d'Afrique. Et je me suis dit, peut-être que si, grâce à toi d'ailleurs Valère, grâce à cet événement-là, et grâce à Armel aussi, peut-être que si on avait un événement où on a des talents de chez nous qui sont reconnus, parce qu'on n'a souvent d'ailleurs pas la force de mettre en avant nos propres talents. On va toujours se plaindre de ce qui ne va pas. On va parler de ce qui nous divise. On va parler de ce qui nous sépare. Et bien si on changeait le paradigme un peu, on parlait de ce qui nous rassemble, de tout ce qu'on a en commun, de tout ce qu'on a envie de bâtir ensemble, et de dire qu'on a aussi énormément de talents ensemble et qu'on les mettait en avant, comme tu le fais aujourd'hui. Et je conclurai en disant, avec ces talents qui peuvent raconter notre histoire, parce que eux la vivent au quotidien. Tout à fait. Je vous remercie, M. Stéphane. Du coup, j'aimerais bien écouter M. Lancelot Camara. Mais la littérature, c'est la porte ouverte à toutes les espérances. Toutes les espérances. La littérature, l'écriture, mais c'est la porte ouverte à tous les progrès, y compris le progrès africain, par sa jeunesse. Je salue donc l'étoile montante Bélias. Et ça, c'est-à-dire que quand une jeunesse prend des décisions courageuses, ça aussi c'est de la littérature. C'est-à-dire que moi, à mon âge, je suis très fier de voir des jeunes gens qui prennent des décisions telles que notre ami Valère vient de le faire. Mais je vais vous dire quelque chose. Senghor, comme Aimé Césaire, ce sont des gens que j'ai rencontrés, d'abord parce que j'étais comme vous, curieux, et bien sûr de ce que je disais. Quand j'ai rencontré Césaire, il m'a dit, j'ai appris que tu as écrit un article à l'époque contre Sékou Touré. Césaire, qui était au départ, c'est un exemple très lié à Sékou Touré. Tu as écrit un article, tu as dit que Sékou a fait ceci, Sékou a fait cela. Je dis à Césaire deux choses. Vous êtes un très grand écrivain, un très grand poète, et vous me faites honneur. Vous faites honneur aussi bien aux Antillais, et vous faites honneur bien sûr au monde arabe aussi. Parce que quand vous vous révoltez par des écrits avec beaucoup de sagesse, Césaire n'était pas un homme excité, c'était un petit peu réfléchi. Quand vous vous révoltez contre les méfaits de l'esclavage, ça c'est aussi de la bonne littérature. Alors,
si Valère le veut bien, créer l'Académie de la littérature africaine. Avec vous tous, l'Académie de la littérature. Ça va être une académie qui va ignorer tout ce qui est belliqueux. Moi, je ne suis pas provocateur, je ne suis pas quelqu'un qui a une arme contre qui que ce soit, mais l'arme de la pensée, l'arme de l'écriture, c'est une force qui va vaincre bien des choses, bien des situations. L'Académie de la littérature africaine, avec Valère, avec Mme Wally Boumedienne, je vous dis comment le Maghreb et l'Afrique noire sont liés éternellement. Éternellement. Quand vous êtes en Tunisie, vous êtes chez vous. Nous, on l'a dit tout de suite. Quand vous êtes à Dakar, vous êtes chez vous. Madame Noël, c'est pourquoi je suis fier. Vous savez, on a remis un trophée à Madame Lisa Maneri, elle était là. Ce qui m'a plu chez elle, jeunes gens, jeunes filles, beaucoup de journalistes venaient. Tout le monde venait. J'ai dit à Madame la Première Dame, est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué d'avoir tant de monde autour de vous? Elle dit non. Mon mari, c'est comme ça. Quand on s'engage, on s'engage. Et bien aujourd'hui, je salue la mémoire de son mari à travers sa femme. Écoutez, il y a tellement de choses à dire. Quand nous avons fait on en parlera. Merci beaucoup, M. Massimi. Du coup, Mme Anissa Boumedienne, on aimerait bien savoir ce que la lecture a pu avoir comme impact dans votre vie. Vous savez, un impact énorme, parce que ma mère m'a toujours incité à la lecture, et à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à lire des livres et tout ça, et c'était une passion pour moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer dans le président Boumedienne exactement un féru de lecture, et il avait cette supériorité sur moi qu'il lisait beaucoup plus rapidement. Et il disait toujours, d'ailleurs, même quand l'Algérie n'était pas encore indépendante, qu'il était chef d'état-major, mais il disait l'indépendance d'un pays, ce n'est pas suffisant, c'est des mots simplement. Il faut l'indépendance économique. Et d'ailleurs, c'est une maxime qu'il a appliquée après, puisque vous parliez très justement, monsieur, tout à l'heure, qu'on devait prendre en main, nous, Africains, notre destin. Et le président Boumedienne, qui est devenu président du mouvement des non-alignés en 73, où l'Algérie avait reçu plus de 70 chefs d'État et de gouvernement. Et ensuite, il a été élu président du mouvement des non-alignés et il est allé à l'ONU en avril 1974 pour demander, pour faire un ordre économique international. Et qu'est-ce qu'il disait en se basant sur l'expérience de l'Algérie? Que les pays africains devaient prendre en main leurs propres richesses, les exploiter. Cela n'excluait pas qu'on ait des relations avec l'Occident ou n'importe. Mais il ne fallait pas se faire exploiter, ça devait être du 50-50. Voilà. Et donc, l'Algérie a créé des industries. Je ne veux pas parler après de la catastrophe qui s'est produite, puisque tout a été démoli par les régimes suivants. Mais les jeunes, à ce moment-là, il y avait des ouvriers spécialisés ici parce que l'Algérie manquait cruellement de cadres. Hein. Elle a débuté, comme je le disais tout à l'heure, avec un peuple analphabète à 91% et un pays lourdement endetté vis-à-vis de la France
parce que les négociateurs algériens n'avaient pas su défendre exactement les intérêts de l'Algérie. Donc c'était ça le bilan. Il fallait créer des cadres et nous avons eu à ce moment-là des cadres qui n'avaient pas, par exemple dans le domaine des hydrocarbures, qui s'étaient eux-mêmes formés parce que je disais, quand on a la volonté, il ne faut pas avoir le complexe du colonisé. Voilà. Parce que ce complexe de colonisé, malheureusement, était assez fort. On dit « Ah, on n'est pas capable. Ah, on ne peut pas faire. Ah, on écoute les mauvaises sirènes qui disent « Mais non, vous échouerez tout le temps. » Y compris avec l'aide de la presse. Non, il faut au contraire s'accrocher. Et justement, l'Algérie a pu, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, a pu changer l'ordre pétrolier international. Ce qui nécessite aussi d'avoir un président qui a un gros courage politique, parce qu'il risque d'être dégommé. Il y avait des articles qui paraissaient et qui disaient qu'il faut un gouvernement plus souple en Algérie. Bon, eh bien, on peut dire que c'était l'Algérie seulement, hein, au bout de 9 ans d'indépendance, qui n'avait pas hérité de haut cadre pétrolier, qui a pu changer l'ordre pétrolier mondial. Et si maintenant on voit les pays du Golfe comme le Qatar avoir tellement d'argent, eh ben c'est grâce à l'initiative de l'Algérie qui a tenu tête et au courage politique du président Boumedienne. Tout ceci qui a été quelque part le fruit des personnes instruites grâce à la lecture. Pardon, j'ai pas Tout ceci entendu. qui a été le fruit des personnes instruites grâce à la lecture. Qui se sont instruites aussi elles-mêmes, Tout à mais fait. qui avaient, comme on dirait aujourd'hui, la niaque. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Boumedienne. Merci beaucoup. On va laisser Monsieur l'ambassadeur tchèque nous dire en quelques mots ce que la lecture Écoutez, la lecture, c'est fondamental. Vous savez, il y a un penseur chinois qui a dit que si vous voulez détruire un pays, ce n'est pas la peine d'envoyer des bombes. Vous fermez les écoles, vous supprimez les écoles et le pays s'écoule. La culture, l'écrit est fondamentale dans tout ce que nous vivons dans notre vie. Parce que c'est un élément de pensée, c'est un élément de cohésion, c'est un élément de projection, c'est un élément d'acquisition de la connaissance. Moi, lorsque j'ai lu Kamaralai, j'ai voyagé vraiment tout jeune. Et puis j'ai commencé à lire les penseurs africains comme Franck Fanon, hein, qui était un Antillais, mais qui était en Algérie d'ailleurs. Et en Patéba, nous avons des écrivains extraordinaires, Senghor et Césaire. Tout le monde peut écrire, je reviens, parce que nous avons tous quelque chose à raconter. Nous devons avoir un certain sens des choses, de projection, pour lire et écrire. Essayons de donner des livres à nos enfants, essayons de parler à nos enfants, créons de l'espoir. La seule chose qu'on ne peut pas effacer dans la vie de quelqu'un, c'est l'espoir. Tout à fait. Je vous remercie. Juste, j'aurai une dernière question. Ensuite, on prendra maximum 2 questions du public avant de poursuivre. Moi, j'aimerais, vu que vous êtes là, vous avez parlé de lecture, vous avez parlé d'écriture, je tiens à dire, vous avez dit tout le monde peut écrire. Je tiens à préciser que c'est vrai parce qu'à ce jour, chacun des auteurs qu'on a eu à accompagner grâce au programme Plume d'élite, on l'a fait en 28 jours top chrono. Ils ont réussi à écrire leur livre en 28 jours. Donc, ma question ici s'adresse dans un premier temps à M. Lanciné Camara. Elle serait celle de savoir s'il y a un livre que vous devriez recommander à un Africain de lire, lequel ça serait? En 45 secondes. Nation nègre et culture, de Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup, M. Lanciné Camara. Merci beaucoup. Parce qu'il va au fond des choses, il explique notre passé négro, disons, africain, depuis des lustres du temps, depuis, je dirais même, Bilal était le grand compagnon du prophète Mohammed, vous le savez bien. Donc, Cheikh Anta Diop, dans Nation nègre et culture, a expliqué tout ça
avec brio, avec preuve à l'appui, même si ceux qui ne veulent pas que notre culture à nous tous soit connue de la même manière ont tenté de saboter Nation Nègre et Culture. Et nous avons défendu Nation Nègre et Culture et nous sommes tellement fiers de l'avoir fait qu'aujourd'hui, il y a l'université Cheikh Anta Diop. Voilà la littérature qui va. Merci beaucoup, monsieur. À vous, monsieur Stéphane. Oui, moi, je reste toujours fidèle à Nelson Mandela. Quand il a dit cette belle citation qui m'a beaucoup inspiré, il dit « Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. » C'est-à-dire que les amis, les frères, les sœurs, on n'a rien à perdre. On va que à gagner. Donc, ayons l'audace, ayons le courage, ayons la foi en nous-mêmes. Et dans tous les cas, de toute façon, on sortira toujours gagnant. Merci beaucoup. Je crois que c'est le livre sur l'éducation, l'un des premiers livres sur l'éducation. Ok, premier livre sur l'éducation qu'il a écrit. On regardera sur Google et on saura de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Du coup, Madame Anissa, quel est le livre que vous recommanderiez à un Africain? Si vous pouvez rapprocher un peu, excusez le micro, s'il vous plaît. Je dirais plutôt un auteur, évidemment, qui est Frantz Fanon, qui a bien montré comment l'Afrique a été colonisée. Et alors, je vais peut-être vous choquer, je rajouterai un autre livre à côté de ceux de Fanon qui ne parle pas tellement de l'Afrique, mais qui a été écrit par un grand chef d'État et qui avait vraiment le courage de tenir tête aux Américains quand la politique américaine choquait la France. C'est le général de Gaulle, dans Mémoire d'espoir. Ok, merci beaucoup. Un autre, Mémoire d'espoir, du général de Gaulle. Et enfin, on va chuter avec l'ambassadeur tchèque, qui va partager avec nous un livre qu'on devrait lire. Je lis actuellement un livre que je conseille, c'est Yasmina Khadra. Le titre, c'est L'équation africaine. C'est un très beau livre. Moi, j'écris aussi. Je pense que je suis très heureux de découvrir que tu as une maison d'édition. Auteur aussi, de 3 livres. Et auteur aussi. Donc, je suis en train d'écrire 2 livres, La gloire de ma mère et puis L'Afrique avec ses solutions. Merci beaucoup. Je suis très heureux et très ému en même temps parce que vous avez une grande dame à côté de moi. Mon père a connu son mari et c'est vraiment un très grand honneur d'être à côté de vous. Je vais vous raconter une histoire. Une petite histoire à propos de votre mari. Vous savez, il y a un pays africain qui avait découvert le pétrole. Et ce pays africain avait un contrat avec un pays capitaliste. Et pendant 10 années, ce pays transportait ce pétrole sans déclarer réellement ce qui s'est passé dans les bateaux. C'est la visite officielle de Boumediene qui a demandé à ce président, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des techniciens pour contrôler la charge des bateaux, vous avez des techniciens pour voir un peu tout comment ça se passe. Le président lui a dit non, je n'ai pas. Il dit, moi je vais te donner des gens qui vont former pour que tu contrôles ce qui sort de ton pays. Donc il a été un élément extraordinaire pour ce pays et aujourd'hui ce pays est un producteur de pétrole en Afrique. Et excusez-moi, je pourrais compléter ce que monsieur l'ambassadeur vient de dire, parce que l'Algérie a tout de suite aidé. Bon, l'Algérie a nationalisé ses hydrocarbures le 24 février 1971, mais elle a aidé aussi la Libye qui a nationalisé en décembre 1971 et après l'Irak de Saddam Hussein en juin-juillet 1972, et on a aidé aussi les Émirats arabes unis à former l'ADNOC en envoyant une personne de Sonatrach, Mahmoud Amarak Rouha, comme directeur qui est resté une dizaine d'années. Voilà, chaque fois que un pays avait besoin d'aide, l'Algérie toujours était prête à la lui donner. Merci beaucoup, Madame Anissa. Du coup, on va prendre une seule question parce qu'on est pris par le temps. Je te laisse... Alors, avant de tendre le micro, je souhaiterais poser 2 petites questions qui me semblent indispensables, qui sont indispensables, en tout cas à toute personne, un tant soit peu soucieux de l'actualité. Le passé, c'est très bien.
il faut qu'on se penche dessus. Moi, j'ai deux questions. Première question, qu'avez-vous à adresser comme message, je m'adresse en particulier aux anciens, aux populations tunisiennes et plus largement du Maghreb, qui aujourd'hui semblent être contaminées par une négrophobie viscérale? Mais mon cher ami, le président tunisien se trompe. Ah, Il ne peut pas dresser l'Afrique noire contre le monde arabe. Il ne le fera pas, il ne peut pas. Et je suis très fier parce qu'il y a son Excellence, l'une des ministres qui a servi Ben Ali. Moi, j'ai été en Tunisie quand il y avait la CAN. C'était quelque chose de magnifique. Jamais, durant la CAN, quand il y avait Ben Ali au pouvoir, je n'ai senti nulle part le rejet de ce que je suis, c'est-à-dire un noir africain. Je n'ai pas senti. Bien reçu. Et puis j'ai rencontré beaucoup de noirs tunisiens. Ils sont nombreux. Et ils étaient fiers de dire, ah, vous êtes de la Guinée? Je dis oui. Et je dis, mais vous êtes de la Tunisie? Eh bien, nous sommes liés par le destin. ok. Alors, durant la CAN de Ben Ali, je ne suis pas là pour faire l'éloge de Ben Ali, mais c'était un rassembleur, c'était un bâtisseur, même si parfois il a été un peu dictateur sur les bords. Aujourd'hui, mes chers amis, Kayes doit savoir qu'il s'est trompé d'histoire, de pays, y compris chez lui. Nous sommes aujourd'hui avec les humanistes tunisiens, debout contre ce que Kayes a fait aux Africains noirs. Debout contre son ignorance et debout contre son mépris de l'unité africaine. Merci bien. Est-ce que quelqu'un vous... Bon, je pense que l'ancien a parlé au nom des anciens. Et là, cette fois-ci, la deuxième petite question est adressée à M. Stéphane Tiki, qui a un parcours assez atypique, pour ceux qui ne le savent pas, en France, et qui a l'image un petit peu de beaucoup de diasporés, dont je fais partie, tiraillés par la question identitaire. Quand on grandit en France, on nous dit la République, liberté, égalité, fraternité. On y croit. Et puis, à travers tel ou tel fait d'actualité, on prend une forme de gifle, pour ne pas dire plus, au point où, finalement, on pensait être français d'origine africaine et on réalise qu'on est africain en France. Ma question est la suivante. À quel moment, puisque vous avez pendant un temps été aux côtés de Nicolas Sarkozy, qui avait insulté l'Afrique, donc à quel moment vous avez eu votre déclic, votre réveil panafricain? J'ai pas eu de réveil panafricain, parce que réveil, ça sous-entendait que j'étais endormi. Et donc, j'ai jamais été endormi. J'ai toujours été réveillé. Je dirais simplement que... Bon, après, vous êtes maître de cérémonie. Vous avez un peu résumé un peu la chose de façon assez facile. Je pense que c'est pas est-ce qu'on est français d'origine africaine, mais même quand on est diaspora et qu'on rentre dans nos pays d'origine, on n'est pas toujours très sûr d'être totalement chez nous. Donc la question, c'est où est-ce qu'on est vraiment chez nous. Donc ici, c'est vrai que de temps en temps, on ne se sent pas toujours chez nous, mais même quand on rentre dans nos pays d'origine, on n'est pas non plus totalement chez nous. Donc moi, c'est ça la réponse à la question. Donc moi, j'ai pas eu de réveil. Moi, de toute façon, je suis né en Afrique. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun pendant 17 ans avant d'arriver en France. Donc, j'avais toujours ce sentiment-là de panafricanisme. Après, évidemment, grâce au livre, et c'est aussi grâce au moment qu'on est là, on apprend tous les jours de ce qu'on voit. Oui, j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy. On a eu des divergences sur certains points. Je le vois d'ailleurs comme un mariage. On ne peut pas toujours être d'accord avec sa femme ou son mari. Il y a bien des points de convergence qui ont été des points notamment sur l'économie, notamment les bourses au mérite, les états d'excellence, permettre qu'aux jeunes des quartiers puissent avoir accès à Sciences Po. Puisqu'avant, quand on habitait le 93, même si on avait le bac avec mention, on n'avait pas accès aux grandes écoles françaises. Donc on a eu des points de convergence sur l'égalité des chances et la méritocratie. On a eu des points de divergence sur le continent africain. Je suis d'ailleurs bien heureux qu'il ait changé d'avis sur la question. Donc ça montre au moins que... Voilà, je crois qu'un grand homme disait qu'il n'y a pas plus bête que ceux qui ne changent pas d'avis. Donc finalement, ceux qui changent d'avis, on est très heureux aussi qu'ils puissent voir une évolution. Et moi, je vous dirais, voilà, j'ai fait beaucoup de choses ici dans mon parcours, notamment sur la France. Et puis, je me suis rendu compte à un moment de mon parcours
que le continent qui avait besoin de moi, puisque c'est un continent à développer, c'est le continent africain. Et je me suis rendu compte que si ce qu'on a pu faire ici ne doit pas rester que pour nous-mêmes, c'est qu'il faut pouvoir le transmettre aux autres. Et j'avais d'ailleurs cette belle phrase que j'ai écrite depuis tout petit, qui était « Je rêve ma vie et je vis mes rêves ». Je vais vous raconter juste l'essence de cette phrase que j'ai écrite depuis tout petit. C'est pour dire que le soir, je rêve à ce à quoi je veux aspirer, mais je ne reste pas qu'un doux rêveur. Le matin, quand je me réveille, je donne tout pour réaliser les rêves que j'ai eus la veille. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie... comme disait tout à l'heure madame, la première dame, j'ai envie d'œuvrer au développement économique du continent africain. Parce qu'en fait, si le continent africain est développé, il n'y aura plus de discussion. Par exemple, souvent les gens parlent d'immigration. Mais je vous assure, dans les pays africains qui sont développés, il n'y a jamais personne qui veut venir en France. Parce que leurs pays sont développés. Et on va œuvrer au développement économique de ces pays-là. Et pour donner un exemple, je parle ici sous le contrôle d'Ebsatou, qui est d'ailleurs du Niger, pour lequel j'envoie plein de... Bah si, quand même, le Niger, c'est un pays avec lequel j'ai beaucoup d'affection, donc j'espère que la solution va bien se passer. Je voulais juste te dire qu'on a mis en place, par exemple, pour te donner un élément concret, on a construit une école de la deuxième chance en Côte d'Ivoire pour permettre à tous les jeunes qui sont sortis du milieu éducatif d'avoir une formation alternante d'apprentissage et de tout de suite devenir entrepreneur. Moi, c'est ce que je fais au quotidien pour montrer aux jeunes qu'on fait du concret, on fait du terrain et on fait du développement économique. Et je terminerai parce qu'on parle aussi beaucoup de la culture et des livres, et moi je trouve ça très important, mais en développant aussi économiquement notre continent, on va créer des emplois. C'est pour ça qu'il faut tenter d'abord cette partie économique, parce qu'une fois que les gens ont de quoi à manger, à boire, comme a dit tout à l'heure une dame, ils peuvent ensuite partir la musique, la culture et le reste. Si demain vous n'avez pas assez pour nourrir votre famille, vous n'allez pas mettre l'argent dans d'autres choses qui sont culturelles. Or, si on développe économiquement les pays, vous allez voir qu'il y aura encore plus de livres, encore plus d'écoles, encore plus de bibliothèques et encore plus de culture. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Merci. Merci Stéphane. Moi je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, nous vivons dans ce pays, nous sommes français. Je pense qu'il y a au moins 70% à 80% des gens qui sont dans la salle sont français. Donc nous sommes dans un pays où nous sommes reconnus français. Nous devons avoir la capacité de progresser et en politique, et économiquement, et culturellement dans ce pays. Vous savez, la nouvelle donne du monde, c'est celui de l'intelligence collective. Ça veut dire quoi? Si vous voyez aujourd'hui le microcosme de la vie française, il y a beaucoup de communautés dans la France. Il y a des Chinois, il y a des Indiens, mais les Indiens travaillent avec les Indiens, les Chinois travaillent avec les Chinois. Nous devons avoir la capacité de nous ouvrir et travailler ensemble. Ce qui est important, c'est ce que nous devons faire ensemble. C'est ce que nous construisons ensemble. Ça représente une force extraordinaire. Si vous prenez votre téléphone aujourd'hui, vous regardez le potentiel que vous avez dans votre téléphone. C'est ce qu'on appelle les data, c'est-à-dire les contacts que vous avez dans votre téléphone. C'est déjà une richesse. Donc si vous créez quelque chose et que vous projetez quelque chose sur le business que vous devez développer, vous avez déjà un trésor. Donc, ayons la capacité de nous ouvrir, de travailler ensemble et de créer du business en Afrique. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on ne peut pas faire des choses en Afrique. Alors, ouvrons-nous. Moi, je vous donne, je suis très simple, je vous donne mon adresse mail, c'est goafricanow@gmail.com. Allez-y en Afrique maintenant, @gmail.com. goafricanow. Merci. Merci. Et avant d'ouvrir la parole au public, je sais que vous êtes impatient, je vais quand même laisser le soin à une éminente personne parmi nous qui a eu la gentillesse de patienter, Madame Nézia Labidi, qui est l'ex-ministre tunisienne de la femme, de la famille et de l'enfance, venir clôturer ce panel. Accueillez-la, s'il vous plaît, si vous applaudissez. Vous pouvez clôturer ce panel. Écoutez, je
d'appartenir à un continent extraordinaire, extrêmement riche. Et j'ai toujours en présence, dans l'esprit, le livre d'Alain Perfit qui disait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Et moi je dirais, avec toute la fierté, quand l'Afrique s'éveillera, le monde tremblera, mais de trembler... Nous allons faire trembler le monde par nos principes, par nos valeurs. Et donc ça, c'est la chose la plus importante. Tout à l'heure, quand j'ai vu la présence d'hommes et de femmes, écrivaines et écrivains, il y avait, bien sûr, 7 hommes et 5 femmes. Et je me disais, au fond de moi-même, puisque j'étais responsable d'un secteur très important, la femme, famille, enfance et seniors, je me disais, mon Dieu, la diaspora africaine est exceptionnelle. Et qu'aujourd'hui, le devenir de cette Afrique, c'est vous. Et je vais vous raconter peut-être mon histoire, parce que je me suis vue et je me vois en vous. Moi aussi, je suis fille d'immigrés. Mes parents ont immigré en France. J'ai eu mon bac en France. J'ai fait mes études supérieures aussi en France. Mais tout à l'heure, une amie demandait qui c'est qui aime les poissons. Moi, j'adore le poisson et surtout le saumon. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire du saumon. Le saumon, il fait un voyage pour se reproduire et il revient toujours à sa source. Donc moi, je suis retournée dans mon pays parce que dans les années 80, mon mari terminait aussi sa thèse à l'école des ingénieurs, il était docteur ingénieur, et la Tunisie avait besoin de fonder l'école des ingénieurs de Tunis, et donc il a été appelé à retourner pour justement contribuer à la création de l'École nationale des ingénieurs du Tunis. Et moi, je l'ai accompagné. Et j'avais en moi ce sentiment de vouloir bâtir quelque chose. Et bâtir quelque chose dans mon pays, c'était aussi un appel qui m'a été, je ne dirais pas lancé par un instinct, puisque je viens d'une famille militante pour l'indépendance du pays. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai accompli une mission pendant 4 années, durant laquelle, je vous dis très honnêtement, et là je l'adresse à nos femmes entrepreneuses, l'une des réalisations dont je suis fière, c'est la création de la plateforme du Comisa. Donc 50 femmes africaines parlent. Donc 50 millions de femmes parlent. Donc cette plateforme, elle est ouverte à toutes, surtout les femmes africaines, pour intégrer l'économie, l'entrepreneuriat et vraiment transformer notre vie et transformer nos vies. Je ne peux pas donner à notre témoignage que cette émotion de partager une expérience, de partager une vie commune. Et franchement, si vous permettez 2 ou 3 petites remarques. Quand on parle, je disais à son Excellence Madame Boumediene, Madame tout à l'heure disait les mères célibataires. Il n'y a pas de mères célibataires. Pourquoi on ne dit pas les pères célibataires? Donc une mère, c'est une mère. Tout simplement. Tout simplement. Et il faut être fier de ce que nous sommes, des mères. Point à la ligne. Il n'y a pas de discrimination entre une mère et une autre mère. Il n'y a pas une meilleure mère que d'autres. Nous sommes toutes des mères, mais il y a une manière d'exprimer, de s'exprimer. Et donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'expériences. Vous avez dit l'essentiel. Voilà. Merci. On vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. Je remercie mon amie Faiza qui est ici présente et Armel qui m'a invitée. Je suis de passage ici à Paris parce que à la fin de ma carrière et aussi
je réponds à la question, à tout âge, on peut commencer quelque chose, œuvrer quelque chose. Alors, à mon âge, j'ai décidé de préparer un master en droit humain international. Parce que je considère que le droit humanitaire international, c'est quelque chose de très important et qu'on ne l'applique pas assez. Et aujourd'hui, nous sommes tous ici appelés à vraiment œuvrer pour que ce droit international humanitaire qui repose sur la dignité humaine, cette dignité humaine, on ne bénéficie pas de cette dignité humaine que nous devons tous acquérir, avoir et partager. Et je tiens juste une petite et dernière chose, c'est quand j'ai visité beaucoup de pays en Afrique, dans notre continent, la chose qui m'a le plus touchée, c'est l'île de Gorée. L'île de Gorée, je l'ai visitée 3 fois et je voulais vraiment aller là-bas parce que c'est une île qui raconte toute l'histoire. Une partie de l'histoire. Elle résume l'histoire de notre humanité, nous les Africains. Et donc je me dis, aujourd'hui la porte est grande ouverte et donc l'Afrique est là, elle nous appartient et bien sûr, le monde nous appartient et c'est à nous d'avoir confiance en nous. Merci. Merci à vous. Merci pour ces témoignages, merci pour votre attention, votre patience. Je vais vous laisser le soin de soumettre 1 à 2 questions, grand maximum, à notre noble panel. Monsieur ? Est-ce que vous pouvez essayer, à la limite, de vous lever et de lancer une question avec votre voix forte, si possible, si ce n'est pas trop vous demander ? S'il vous plaît. Merci. Merci. Du coup, voilà, je disais, je suis parmi de belles personnes, ça fait plaisir de voir qu'il y a une dynamique vraiment au niveau de la communauté, parce qu'aujourd'hui, on est une jeunesse qui a beaucoup de défis à relever, que ce soit ici même en France ou en Afrique. Voilà. Moi, c'est Folie Tounou. J'accompagne les acteurs de la chaîne alimentaire à sourcer des produits de qualité, ce qui nous amène à travailler bien sûr avec des acteurs européens ici en France et d'autre part également en Afrique. Alors moi, pour la petite histoire, la littérature, c'est venu après. J'ai commencé un tout petit peu au collège, au lycée, mais il n'y avait pas vraiment ce goût-là. Et ensuite, je suis rentré dans le développement personnel. Vous savez, c'est un parcours, vous êtes embourriné dedans, vous êtes à fond. Et ensuite, je découvre la littérature africaine. Ah, mon frère, tu as l'art de préparer ta question. Ah, j'en viens. Parce que c'est important. C'est important, c'est un message que j'ai envie de partager. Et je pense que... aujourd'hui, au niveau de la littérature africaine, il y a énormément de potentiel en tant que déjà africain et ce qu'on peut apporter comme valeur, parce que ça représente un outil. Il n'y a pas que les livres qui vont parler de liberté financière, c'est aussi une forme d'art et qui nous permet de faire voyager notre imaginaire, de libérer notre imaginaire. Voilà, la question, j'en venais, c'est... Voilà. J'en profite. Alors ma question c'est quoi? Elle est toute simple. C'est qu'aujourd'hui, au niveau éducatif, en Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire pour réadapter notre système de sorte à ce que ça réponde réellement aux besoins? Parce qu'on a vraiment aujourd'hui, on a vraiment des lacunes au niveau du système africain, éducatif principalement. As-tu un exemple, s'il te plaît? Un exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend un enfant au collège ou au lycée,
il a du mal, par exemple, à développer une idée ou à discuter, à échanger ou avoir simplement une culture. La question. Voilà, la question, c'est comment on fait aujourd'hui. Je pose la question à tout le panel. Comment pour renforcer le système éducatif ou pour le modifier? Exactement. Merci beaucoup. La question sur l'éducation, l'importance du système scolaire et comment l'améliorer. Oui, bon, on a eu quand même la question, merci. Quand vous regardez, quand vous faites une projection globale aujourd'hui sur l'Afrique, quand on regarde les budgets des ministères en Afrique, ministère par ministère, le parent pauvre revient toujours le ministère de la Culture et de l'Éducation. Mais les choses changent. Les États, lors de la conférence d'Addis Abeba, les États ont promis de mettre un poids massif sur le budget de l'éducation. Parce que, avec la révolution digitale qui nous est arrivée, qui est un allié potentiel, parce qu'avant, moi je faisais des kilomètres pour aller à l'école, et pieds nus. Mais aujourd'hui, vous pouvez être chez vous et prendre des cours à distance. Donc aujourd'hui, les États africains ont pris conscience du fait qu'il faut mettre un poids massif sur l'éducation nationale, créer des écoles et puis adapter les écoles à l'emploi, c'est-à-dire avec le patronat, les pays sont en train de réfléchir pour ne pas créer simplement des diplômés pour les diplômés. Il faut créer des diplômés qui peuvent travailler, c'est-à-dire former des gens employables. Voilà, donc cette politique-là est mise en œuvre et nous allons mettre un poids massif sur l'éducation. Je pense que ça pourrait résoudre le problème. Merci. Merci beaucoup. Une deuxième question. Hélas. Non, il y en avait un derrière toi, mon frère, je t'assure. Tu n'as pas les yeux derrière la tête. Bonjour à tous. Je vais être plus synthétique que mon frère. Je m'appelle Paul Mendy, je suis formateur en prise de parole en public basé à Rouen. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir parce qu'on le dit souvent, les lecteurs sont des leaders. Et je pense que quand des personnes comme vous nous permettent d'être inspirés, nous permettent de lire des livres, ça nous permet tout simplement de nous construire. Moi, ma question, elle va être simple. Qu'est-ce qu'on devrait faire au sein des familles africaines quand on mange ensemble le midi, quand on dîne ensemble, de permettre aux jeunes, aux enfants de s'inspirer de notre histoire, mais au-delà de ça, de régler la question dubitative de leurs valeurs. J'ai arrêté de douter en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, quand je suis arrivé en France et que j'ai découvert Cheikh Anta Diop. Donc comment faire pour qu'on règle cette question pour les enfants? Merci beaucoup. Une question presque métaphysique. En gros, comment installer le sens de la conversation au sein des familles? Alors, il faut d'abord les états généraux de l'enseignement dans chaque pays africain. Les états généraux de l'enseignement dans chaque pays africain. C'est important parce qu'il faut prendre chaque pays cas par cas. Si on fait les états généraux de l'enseignement en Afrique, nous allons voir dans tel pays tel que le Sénégal, et je suis très content qu'il ait posé la question, vous avez aujourd'hui des femmes qui se lèvent et qui disent qu'il faut définitivement mettre dans les manuels scolaires les œuvres de Cheikh Anta Diop, dans les manuels scolaires, les œuvres bien sûr de Ampateba, de Kamara Lai, de Mamoudi Mongo Betty et de tant d'autres. Ça, c'est déjà un pas en avant. Dans les états généraux, il faut exiger qu'il y ait ça. Déjà, qu'on coupe avec le complexe. Si ça ne vient pas de Paris, c'est pas bon. Non! Si ça vient de Dakar, ça doit être bon. Oui. Si des professeurs formés à Dakar, aux réalités sénégalaises, peuvent enseigner mieux encore à la jeunesse ce que c'est que travailler, ce que c'est qu'aimer son pays, c'est déjà un plus. Et cela ne peut se faire que dans les états généraux de l'enseignement.
Et je vais vous dire, jeune homme, je salue d'ailleurs le recul de Macky Sall. J'en profite, puisqu'on parle de l'enseignement. Macky Sall, les enfants, disons-nous la vérité, il pouvait forcer comme un petit dictateur et faire un troisième mandat. Eh bien, dans l'enseignement que nous voulons, pacifique et intelligent, un mandat renouvelable une seule fois. Nous ne voulons plus de dictature qui tue notre continent. Et donc, au sein des familles? Nous ne voulons plus. Je ne vais pas vous dire du mensonge. L'éducation, c'est ça. Quand vous allez prendre conscience, un mandat renouvelable une seule fois, celui qui fait bien du boulot, qui donne le travail à la jeunesse, qui construit des hôpitaux, alors il sera réélu. Mais s'il ne le fait pas, il s'en va. Et c'est comme ça qu'on va libérer le continent de ce que j'appelle la fuite des cerveaux, la fuite de la jeunesse. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on pourrait vous écouter des heures. Jeunes Sénégalais, mais hélas, jeunes Camerounais, nous allons tout faire pour que vous soyez épanouis chez vous. Juste pour te répondre aussi rapidement par rapport à ta question, moi je pense que c'est aussi la complémentarité entre l'éducation et l'instruction. On a souvent la facilité de penser que l'éducation se fait à l'école. Moi je pense que l'éducation elle se fait à la maison avec les parents et l'instruction se fait à l'école. Et je pense que ça c'est le premier point que je voulais te dire. Donc les parents ont aussi une responsabilité et l'école aussi. Et je pense que nous qui sommes aussi africains, il faut qu'on ait la fierté de transmettre à nos enfants les modèles de réussite. Mais des modèles de réussite qui sont évidemment dans le sport, dans la musique, mais aussi des modèles de réussite qui sont dans l'économie, comme dans le côté, qui sont dans les livres, comme Mongo Betty, comme Cheikh Diop et comme les autres. Et c'est en apprenant petit à petit aux enfants qu'on est fiers de notre histoire, comme Léopold Senghor, comme M. Médiem, tous ces gens qui ont marqué l'histoire de notre continent, en transmettant ça aux enfants dès le départ, qu'ensuite ils auront compris la fierté et la valeur. Mais c'est vrai que si chaque fois, on a souvent cette, pardon de dire ça comme ça, mais cette culture de l'excuse où on dit, bon ben pardon, on s'excuse d'être là, on n'est pas totalement sûr qu'on a la légitimité, et ben si on dit aux enfants, crois en toi, crois en ton rêve, rêve ta vie et vis tes rêves, tu vas y arriver, je t'assure qu'après, il a la valeur dès le départ. Merci. Et en guise de conclusion pour ce panel, c'est l'ambassadeur qui prend le soin de se lever. Alors, écoutez, bon, ben, je vais être court. Hein. La question était fondamentale pour savoir comment il faut faire pour que les enfants lisent à la maison. Nous avons un trésor qui est très important, c'est nos langues. Si vous donnez la possibilité à vos enfants d'apprendre à parler vos langues à la maison, ça développe l'esprit de l'enfant. Il faut parler vos langues aux enfants à la maison. La deuxième chose, c'est que quand vous devez choisir les jouets pour les enfants, choisissez des jouets qui leur permettent de s'émanciper et de lire. Parce qu'on peut donner des voitures aux enfants, c'est vrai, mais vaut mieux donner des livres. Il y a des livres pour les jeunes enfants de bas âge et ça permet de renforcer la capacité de l'enfant et de lui donner la chance d'apprendre à lire. Merci. Alors là, je suis partagé. Soit je suis traité de sexiste, machiste, misogyne, soit je me fais insulter par mon frère Valère, qui m'a donné la charge de couper court, sachant que le temps me manque. Donc vers quoi je penche? Je n'ai pas d'autre choix que de... Promis, pour le prochain panel, la priorité et l'exclusivité des questions sera tournée vers mesdemoiselles. Voilà. Merci de votre compréhension. Merci aux panélistes, évidemment. On va les applaudir. Ah.
Merci à vous. Sous vos applaudissements, ils vont regagner leur place, s'il vous plaît. Merci bien.